Euh, Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Enfin peut-être. Et du coup, après la bière et le café, aujourd'hui on parlera plutôt de vin dans ce nouvel épisode du podcast. Donc je suis le premier zététicien spécialiste en boisson apparemment. Et du coup j'ai le plaisir d'accueillir donc Jean-Benoît Maybec, auteur de BD. Oui. Enfin, tu vas te présenter après. Pour ce nouvel épisode qui sera d'ailleurs le dernier de la saison. Et du coup, je suis content de finir comme ça. Et puis, on se retrouvera l'an prochain. Donc, Jean-Benoît, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Oui, Qui êtes-vous, monsieur Maybec? Alors, donc je suis auteur effectivement de BD et graphiste, illustrateur sur Toulouse là. Donc j'ai fait notamment cette trilogie Cosmo Bacchus. J'ai commencé par faire des bouquins sur les sans-papiers, un autre sujet. Puis après, je suis tombé par hasard sur la biodynamie. Et bon, j'ai décidé de faire une enquête là-dessus. Et puis voilà, que te dire... Ça date de... Ça, Cosmo Bacchus, c'est... Alors, moi j'ai commencé à travailler dessus en 2014 en fait. D'accord. Mais le premier tome, le dernier est paru là en 2021, 2020, 2019, voilà. D'accord. Donc, il y a 3 tomes. Il y a 3 Là, tomes. j'ai voilà. le 2. Ouais, voilà. D'accord, très bien. Et là, du coup, donc maintenant, tu t'intéresses à d'autres sujets? Oui, je m'intéresse toujours un peu donc à l'anthroposophie, qui est le sujet de cette trilogie. Et du coup, maintenant, je m'intéresse pas mal à tout ce qui est... Je suis tombé, en fait, en faisant ce bouquin sur tous les thèmes de la zététique et le scepticisme que je connaissais pas, en fait. Enfin, je savais pas qu'il y avait une communauté là-dessus. Et Ouais. tout, quoi. Et donc, maintenant, là, on m'a proposé un projet, donc... sur l'épistémologie, donc je vais faire ça pendant quelques années, a priori, si ça marche. Ça sera un projet de BD sur l'histoire des sciences et des idées scientifiques, on va dire. Okay. Ouais, donc c'est vraiment, ça va être sur l'histoire vraiment de l'épistémologie. Oui, c'est ça. Et ouais, du coup, je voulais te demander, c'était quoi ton lien avec la zététique et le scepticisme? En fait, tu connaissais pas trop avant de te pencher dans Cosmo Bacchus, et t'as découvert la communauté, et maintenant... Est-ce que tu te dirais zététicien ou... Pour moi, zététicien, c'est quand même un scientifique. Et moi, je suis... Bon, j'ai fait un bac biologique quand même. Ouais. Donc, voilà. Mais j'ai pas vraiment une approche scientifique. J'ai une approche, on peut dire un peu reportage, un peu artistique, Ouais. mais pas scientifique. Donc, je regarde pas mal de vidéos, je m'intéresse, j'ai lu pas mal de trucs. Mais j'irai pas dire aux gens les biais cognitifs, c'est ça. Et puis, voilà. Ouais. Parce que j'ai pas cette approche-là, quoi, voilà. Donc t'es très, très modeste sur ce point-là, et je trouve que ça manque des fois un peu peut-être dans la communauté. J'ai l'impression que tout le monde peut se dire un peu zététicien. Non, parce que zététicien, c'est vraiment, t'as Richard, mon voisin, qui est un ancien physicien, qui est des trucs voilà, toi, t'es aussi scientifique, enfin j'ai lu quand même c'est assez pointu. Moi, j'ai pas du tout, ces compétences-là, en tout cas, plutôt. Mais en tout cas, des compétences, t'en as en biodynamie et en anthroposophie. Et en fait, on va un petit peu en parler aujourd'hui. Et en fait, moi, la manière dont je vois les choses, c'est qu'on va un peu discuter, partir de ça, et après, on va dire, élargir sur des questions un peu plus générales de qu'est-ce que c'est la connaissance, la croyance, qu'est-ce que c'est le scepticisme, etc. Et du coup, pour commencer, c'est quoi? Ça vient d'où la biodynamie, l'anthroposophie? Et est-ce que, en quelques mots, tu pourrais nous dire genre les grands principes de cette doctrine, philosophie, religion, je sais pas comment tu préfères l'appeler. Doctrine, ouais. Alors, ça vient d'où? Ça vient de la théosophie d'Helena Blavatsky, qui est en fait une dame au 19e siècle, qui était un peu... Alors, ça vient d'avant, mais bon, on va pas faire tout l'historique. J'avais un projet d'ailleurs, mais bon, ça va pas se faire avec Shadowhomb. Ouais, voilà, avec Shadowhomb, on va faire un podcast qui était assez... J'avais commencé à faire un dossier avec lui pour faire une... Mais bon, il me donne plus de nouvelles là-dessus. Je pense qu'il est occupé pour une histoire du New Age, si tu veux. En BD? En BD, ouais. Ça aurait été chouette. Mais bon, peut-être qu'on le fera dans 10 ans, je sais pas. Voilà. Donc, on va dire ça vient de la théosophie, donc qui était la nouvelle théosophie, puisqu'il y a une ancienne théosophie, mais c'est pas celle-là.
théosophie antique, là c'est théosophie 19e Donc, siècle. Ouais, 19e siècle, c'est ça. Voilà, Blavatsky, qui coïncide avec les recherches sur le magnétisme, sur un peu après l'électricité, tout ça, où la science était vue comme un truc un peu magique, et puis en même temps les gens cherchaient autre chose, et pas la religion non plus, donc c'est un territoire entre la science et la religion qui est né comme ça. De syncrétisme entre... de syncrétisme, ouais. Tout, quoi, de plusieurs religions, des nouvelles découvertes scientifiques. Voilà, il y avait aussi pas mal d'hindouisme et d'orientalisme là-dedans. Ça va avec la colonisation aussi. La théosophie avait beaucoup aussi un goût pour l'égyptologie. Enfin bon, tous ces trucs-là. Et effectivement, c'était mélangé dans un gros melting pot, le bouddhisme, tout ça. Et voilà. Et donc, il y avait la société théosophique qui avait des branches... en Angleterre, enfin c'était assez développé, il y en avait même 2 différentes qui se faisaient la guerre, enfin bref, voilà. Et il y avait la branche allemande de la théosophie, dirigée par Rudolf Steiner, qui était quelqu'un en fait qui cherchait, qui était qui a une licence de philosophie quand même, je crois, qui avait écrit un bouquin de philosophie qui avait été mal reçu, donc bon, ce truc de la liberté là. Bon, ça me reviendra. La philosophie de la liberté, simplement. Voilà. Et donc, qui donnait des conférences dans pas mal de trucs, et qui a en fait profité. Donc, je disais aussi que la théosophie avec une branche indienne, et il y a un mec là-bas qui s'appelait Leadbeater, qui est tombé sur un jeune indien, donc à mon avis, il est tombé amoureux, mais qui l'a subjugué, et qui s'appelait Jiddu Krishnamurti. Et il a décidé que c'était la réincarnation du Christ. Voilà. Rien que ça. Oui, voilà. En théosophie. Je pense que c'était aussi une opération de com des théosophes pour se faire bien monter, quoi, faire de la mousse, quoi. Et donc, tous les théosophes ont dit c'est la... Et Steiner a peut-être vu, lui, une occasion de se libérer de ce truc-là et de faire son propre truc. Ou alors peut-être qu'il était sincère, j'en sais rien, je ne veux pas non plus faire des procès d'intention. Mais enfin, il a décidé que pour lui, c'était pas possible qu'il y ait une réincarnation du Christ, parce que le Christ, c'était un être qui avait pu s'incarner qu'une seule fois sur Terre et qui n'était pas reparti, enfin, donc voilà, qui ne pouvait pas se réincarner. Donc il a fait un schisme. Il a quitté la théosophie, et c'est à cette occasion-là qu'il a créé la société anthroposophique. En fait. Là, on est vers quand 1920 Oui, 1910 même, un peu dans ces eaux-là. Alors j'ai pas les... sur les dates. Pour avoir une idée. Ouais, voilà. D'accord, donc là il lance l'anthroposophie avec ses propres théories, ses propres mythologies, etc. Alors il y a beaucoup de choses qui viennent en fait de la théosophie quand même. Il a récupéré quand même pas mal de trucs, notamment toute la théorie des races vient de la théosophie. D'accord. Puis il a inventé, puis il avait une imagination très fertile, et puis aussi ce qui lui plaisait pas, c'était qu'il y avait trop d'influence orientaliste, et lui il a ramené toute une influence chrétienne, rosicrucienne là-dedans. Voilà. D'accord. Et alors je vais te demander un exercice peut-être un peu compliqué, si tu devais résumer un petit peu la mythologie anthroposophique avec ses hiérarchies, les démons, les êtres élémentaires, en quelques mots, quelques minutes si tu veux. Alors en fait c'est faisable, c'est vrai que ça paraît mission impossible parce qu'en fait Rudolf Steiner il a écrit quelques livres de sa main, mais il a donné énormément de conférences qui ont été dactylographiées, où il a donné plus dans ses conférences parce qu'elles étaient destinées à un public un peu plus restreint, donc il se lâchait un peu plus. Et là-dedans, à chaque fois, il donne plein de détails très fourmillants, très fournis, quoi, sur toutes ces hiérarchies, tous ces trucs, c'est assez impressionnant. Et donc, ça paraît impossible de réunir tout ça, mais en fait, il y a quand même des invariants, il y a quand même des choses. Donc, le principe de base, c'est que ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que la réalité est une illusion, le réel physique, on va dire, matériel. Que tout ça, en fait, c'est de l'éther de conscience solidifié, et que seuls existent les éthers spirituels, en fait. La conscience, voilà. En fait, tout est esprit. Chaque chose est un esprit, en fait, un être spirituel. Du coup, la matière, c'est une illusion. C'est une illusion, ouais, c'est ça. En fait, c'est le démon Ahriman qui... Voilà. Parce que, c'est pareil, j'ai pas non plus... tu dis que j'étais un grand spécialiste, mais bon, déjà, ça fait quelques années, et
je relis pas tout ça et voilà. Ouais. Donc je peux faire des erreurs. Je sais que Grégoire Perra ou Shadowrun pourraient me tomber dessus, pas me tomber dessus, mais me pointer quelques erreurs. Et Perra d'ailleurs qui est en procès aujourd'hui. Oui, je pense que c'est bien de le dire, ouais. contre la médecine anthroposophique. Donc c'est ouais. la médecine anthroposophique qui lui fait un procès pour diffamation. Il a eu déjà, c'est son 3e procès. Il a eu un procès contre les écoles Steiner-Waldorf. Et puis un procès de la société anthroposophique suite à son premier témoignage à l'UNEDFI. Et donc voilà, on pense à lui et on espère que, a priori, ça s'est pas trop mal passé. Et on espère que l'issue va être positive pour lui. Et il y a toujours une cagnotte. Donc, je sais pas quand tu vas diffuser le podcast, mais je pense qu'elle sera toujours valable pour payer ses frais de justice. Donc, vous pourrez trouver facilement ou on pourra mettre le lien. Donc voilà, alors au niveau, voilà, donc il y a des entités spirituelles, des Elohim qui ont créé le monde, hein. Tout est fait pour l'homme, hein. Le but du monde, c'est la progression de l'humanité en fait. D'accord. Tout est centré sur l'homme, et en fait tout le cosmos d'ailleurs, en fait, se résume en la Terre, si tu veux, parce que la Terre, elle se réincarne elle-même. Et chaque fois qu'elle se réincarne, elle crée. Il y a une planète qui s'en échappe, si tu veux. Donc, par exemple, Jupiter, ça vient d'une réincarnation de la Terre. Voilà, mais alors je crois que Jupiter, justement, c'est un peu plus subtil que ça en réalité. Disons que le premier c'est Saturne, et ensuite il y a eu l'ancienne Lune, l'ancien Soleil. Ah, parce qu'il y a un ancien. Parce qu'en fait la Terre avait l'aspect du Soleil, était le Soleil, si tu veux. Et ensuite, il y a une réincarnation de la Terre en Lune, par exemple, et ce qui fait qu'il y a le Soleil qui... Voilà. Mais en fait, si j'ai bien compris, parce que j'étais pas tout à fait au clair là-dessus, et donc j'ai relu un peu, et si j'ai bien compris, les astres qui sont pas encore actualisés en tant que réincarnation de la Terre, ils sont là quand même au niveau astronomique, mais c'est des projections de la prochaine incarnation de la Terre. Donc Jupiter, par exemple. Par exemple, Jupiter. Qui est là, mais qui est pas encore vraiment incarné par... c'est parce qu'en fait, il y a des êtres, si j'ai bien compris, qui n'étaient pas prêts à vivre sur la Terre maintenant, mais qui étaient trop en avance, qui sont prêts à vivre que sur la prochaine Terre dans l'état de Jupiter, et donc qui sont obligés d'aller vivre sur une Jupiter actuelle ailleurs. C'est compliqué. D'accord. C'est un petit peu compliqué. Et ça arrive bientôt, du coup, l'ère Jupiter non, ça c'est... Non, ça se compte en milliers d'années. D'accord. Quand même. Et après, il y a Vulcain, il y a la planète Vulcain. C'est vrai. Ouais, et c'est rigolo parce qu'en fait, les gens pensent que Steiner est clairvoyant parce qu'il savait tout, mais Vulcain, c'est une planète qui a été inventée, en fait, suite... j'avais entendu Étienne Klein dire ça. Et j'ai vu cette vidéo aussi. C'était les variations de je ne sais plus quel... Mercure. Mercure, voilà, qui correspondait pas aux lois de Newton. Exactement. Donc pour expliquer ça, ils ont dit il doit y avoir une autre planète. Voilà. Et sauf que elle n'existe pas, mais sans doute autant de Steiner ils le savaient pas. Donc mais en fait c'est un truc qui s'était déjà passé avant avec Neptune. Oui. On avait vu que Neptune n'avait pas les bonnes orbites prédites par les lois de Newton, et du coup on a dit en fait il doit y avoir une autre planète, et en effet il y avait une autre planète qui était Uranus. C'est ça. Et du coup celle-là ça marchait bien. Ou alors c'est l'inverse, Uranus ou Neptune, peu importe. Et puis quand on a vu aussi des erreurs sur l'orbite de Mercure, on s'est dit pareil, il doit y avoir une autre planète. Et du coup on a prédit la planète Vulcain, qui en fait, on a essayé d'observer là où elle était censée être, et il n'y avait rien. Et en fait ce qui a corrigé cette erreur sur l'orbite de Mercure, c'est la nouvelle... c'est Einstein, quoi. C'est la théorie de la relativité d'Einstein. Donc, alors, je sais pas à quel moment ça s'est produit, mais j'ai l'hypothèse, mais il faudrait que je vérifie les dates, quoi, que Steiner pensait que Vulcain était avéré. C'est pas déconnant, c'est aussi début du XXe siècle, donc voilà. Le Mercure, je crois que c'est pendant le Vulcain, pendant tout le 19e siècle, je pense qu'on pensait qu'il y avait vraiment une planète Vulcain. Et ce qui est amusant, c'est que les anthroposophes continuent à parler de Vulcain, quoi. Comme si ça existait vraiment. Mais oui, parce que ça existe au niveau spirituel, donc Steiner, voilà, donc bon, ça c'est pour l'évolution de la Terre, on va dire. Parallèlement, donc il y a des entités angéliques, des êtres spirituels en fait. Les archanges et tout ça. Oui, c'est ça, les archanges, Alors, franchement, je connais pas les... Oui, il y en a un paquet. En plus, ça se base sur les hiérarchies de Denis, le pseudo Denis aérophagique, je sais plus comment dire, tendance à dire aérophagique, mais c'est pas ça. c'est Denis l'aérophagique, enfin un type qui a fait des hiérarchies angéliques, qui a décrit des hiérarchies angéliques, et donc voilà, dont les dynamistes qui sont les esprits de la rotation.
Enfin, après, les anthroposophes ont tout mélangé avec leur... D'accord. C'est pour ça que c'est difficile à... Donc il y a 9 hiérarchies, c'est ça ou... Non. Ouais, je crois. Mais franchement, Mais qui sont après redécoupées encore. C'est ça, voilà. Bon, il y a des... Mais je les connais pas à fond, moi. Je suis pas si spécialiste que ça, tu vois. Mais en tout cas, il y a des hiérarchies angéliques qui ont créé, donc... Alors voilà, ils devaient créer la matière, mais ils étaient de niveau trop supérieur pour le faire. Ou alors ils ont créé la matière, mais ils ne pouvaient pas la gérer. Donc il y a des entités intermédiaires pour gérer entre la terre et entre la matière, pardon, et l'esprit, qui sont les êtres spirituels des éléments, en fait. Voilà. D'accord. Et ça, on l'apprend dans celui-là, justement. Voilà. Et du coup, c'est les sylphes et tout, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors les gnomes... Il y en a 4, ouais. Il y en a 4. Les gnomes pour la terre, les sylphes pour l'air, les ondines pour l'eau et les salamandres pour le feu. Ouais. Qui correspondent aussi donc, aux différents éléments des plantes. Parce que mais alors, bon, ça, c'est les êtres élémentaux utiles pour l'agriculteur. D'accord. Mais en fait, il y en a des milliers d'autres qui ne sont pas décrits, en fait. Et du coup, là, une question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que les anthroposophes, ils considèrent que ça, c'est quelque chose qui existe réellement, qui existe vraiment dans l'univers, ou c'est plus, on va dire, une métaphore de l'ordre du registre de la légende, du mythe, etc. Non, c'est très clair, c'est des entités qui existent réellement. Okay. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Moi, j'ai posé beaucoup la question à Grégoire Perrin. Ouais. J'ai reposé la question, donc tu l'as entendu au Goetheanum, et non, à chaque fois, c'est clair, c'est des vraies entités, quoi. Ahriman, c'est pareil. Donc, Ahriman, en fait, il y a 2 pôles. Donc, Ahriman et Lucifer sont 2 démons, enfin 2 anges qui sont révoltés et tout. Voilà. Ça, du coup, on retrouve un petit peu Lucifer, je crois aussi dans la religion chrétienne, c'est pareil, c'était un ange qui s'est rebellé. C'est ça. Ahriman, c'est perse, par contre. Ok, d'accord. Voilà. Et le troisième, c'est Sorat. Sorat, je sais plus trop d'où ça vient, celui-là. Okay. Ouais. Après, Sorat, il est accompagné de ces Asuras qui sont indiens, hindous, tu vois, qui sont des créatures qui jugent saturniennes, parce que voilà. Mais en fait, Sorat, c'est un peu différent, quoi. Le trio principal, c'est Ahriman et Lucifer, et au milieu, c'est le Christ. Ah, ok. Voilà, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que Lucifer, c'est le démon qui va être celui de la folie mystique, qui donne la sagesse, en fait, la lumière, et qui apporte l'émancipation à l'être humain. Donc, il a des fonctions plutôt positives, en fait, sauf qu'il n'est pas assez rattaché au réel pour être utile à l'être humain, quoi. Il va trop l'emmener trop tôt vers le ciel. Et Ahriman, lui, c'est l'inverse. Donc, c'est le matérialisme, l'égoïsme... La technique, justement. La science. La science, oui, bien sûr. Est-ce que la zététique est ahrimanienne? Oui, complètement, clairement. Oui, bien sûr. Okay. Alors que des théories New Age, c'est plutôt du côté de Lucifer, du coup. Enfin, ou des théories... oui, voilà. Perché, c'est plutôt Lucifer. Plus c'est perché, plus c'est Lucifer, ouais. Et entre les deux, mais alors, voilà ce que disent les deux ne sont pas à rejeter. Il faut prendre un peu des deux, parce que si on est, trop matérialiste, évidemment, ça va pas. Si on est trop... dans notre vie terrestre, si on est trop à vouloir monter, ça va pas non plus. Donc, il faut faire un équilibre des deux, et c'est le Christ cosmique qui fait ça. D'accord. Qui est l'incarnation du soleil, non? C'est pas quelque chose comme ça? En fait, c'est un être qui vivait dans le soleil et qui s'est incarné sur Terre, en fait. Ok. Mais qui est resté sur Terre, en fait, qui est pas reparti. Et en fait, maintenant, d'après ce que j'ai lu, le corps de la Terre et le Christ, en fait, et le corps du Christ, maintenant. Il s'est tellement incarné. C'est pour ça aussi, je pense, que Krishnamurti pouvait pas être une réincarnation du Christ, puisque le corps de la Terre est le corps du Christ. D'accord. En fait, la Terre est le corps du Christ. Voilà. D'accord. Bon, c'est bien. Je pense qu'on a fait un peu un tour des oui, voilà. Alors après, il y a les corps de l'être humain, tu vois. Il y a l'évolution de l'être humain aussi qui fait partie de ça. D'accord. Parce que sur Terre, l'être humain, donc, avait plusieurs... pas incarnation, mais plusieurs stades. Au début, il était... ah oui. Alors, au début, c'est les Lémuriens, voilà, qui étaient des êtres... alors, je crois qu'ils avaient beaucoup de mémoire, mais pas beaucoup de... Bon, ça, c'est pareil. Ils étaient, en tout cas, donc pas très incarnés. Donc, tout était un peu spongieux, tout était évaporé, gélatineux, tu vois. Ils avaient des corps gélatineux. Okay. Et petit à petit, en fait... on arrive à des stades plus ahrimaniens où la matière est de plus en plus solide, quoi. Après, il y a les Atlantes. Donc là, je parle des races racines, puisqu'il y a des sous-races. Ouais. Et il y a combien des races racines? Il y en a 5 normalement. Mais sauf que là, on est la 3e et qu'après, il y en aura 2 autres. Ok. Là, on est la 3e, c'est? Les Ariens. Les Ariens, oui.
Voilà. On est dans le stade arien. Au stade arien, voilà. Okay. Et après, les suivantes? Ben, ils n'ont pas de nom, je crois. Okay. Hein. Je crois pas qu'il leur a donné des noms. Ouais, il y aura une race américaine, je crois, et une race slave, mais je suis pas trop sûr. Ouais. Et du coup, on sera encore plus incarné, quoi. Oui, mais il arrivera un moment où ça sera la guerre de tous contre tous, et après les méchants seront punis et les élus seront sauvés, quoi. Ok. Et c'est pas aussi genre ça va de plus en plus blanc dans l'évolution? Normalement, oui, parce que plus on évolue, plus on... Enfin, les hommes qui doivent suivre les bons guides, parce que donc il y a les bons guides de l'évolution, les êtres spirituels qui nous guident, et il y a les méchants guides qui sont les Arimaniens, en fait, en gros. Donc ceux qui suivent les bons guides, bah, ils s'incarnent dans des corps plus ariens, quoi, finalement, pour l'instant, puisque c'est la race où on devrait être. Donc on suit l'évolution naturelle de l'être humain, quoi. Après, est-ce qu'on est de plus en plus incarné? Oui. Après, comment ça va évoluer? Je sais pas trop. On attend. Ouais, bon, Steiner le sait, il a dit, mais là, j'ai pas les idées très claires là-dessus. Et voilà, donc là, c'est la race arienne, et il y a des sous-espèces des sous-races ariennes. Et donc, c'est là que tu as la Perse, Babylone, quoi, t'as les Gréco-Romains, avant tu as les Égyptiens gréco-romains, et là, c'est les Germains, tu vois. Donc, on est censé être les maîtres du monde, c'est les Germains ariens. Ok, d'accord. Voilà. Donc, c'est intéressant. Pas au foot, apparemment, par contre, parce qu'ils ont perdu à l'Euro. Ouais, mais le foot, c'est... Je sais pas si c'est pas un peu arimanien aussi. C'est arimanien, c'est collectif. Je sais pas. Bon, c'est fait, Et... Ok, très bien. Donc, j'ai l'impression qu'on a un peu balayé un peu ces grandes idées, on va dire. Voilà. Un joyeux bordel. Hein, ouais. Sans jugement. Et du coup, de ça, en fait, naît la biodynamie là-dedans. Oui, la biodynamie. Donc, c'est en 1924 au château de Koberwitz. Alors, je sais plus exactement où il est, celui-là. J'ai oublié. Donc, un château où... était présent Rudolf Steiner et donc il était invité par le comte de Koberwitz et il était invité pour donner des conférences parce qu'en fait il donnait des conférences sur tous les sujets parce qu'il connaissait tous les sujets parce qu'il avait lu les chroniques de l'Akasha. Ah oui, c'est quoi ces chroniques de l'Akasha? Ah bah en fait chaque fois qu'un événement se passe sur Terre et donc dans l'univers, ça modifie des éthers cosmiques, voilà, et donc on peut les lire si on est clairvoyant. D'accord. Et on peut les lire dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Et donc, si on est clairvoyant, qu'on fait les bonnes méditations, qu'on peut s'exclure de son corps physique et lire ses chroniques, eh ben on sait tout, quoi. On sait tout ce qui va se passer. Donc, c'est le cas de Rudolf Steiner. Donc, il donnait des conférences sur tous les sujets. Voilà. Donc, on l'a naturellement interrogé sur l'agriculture. Ouais. Donc, oui, en fait, on l'a pas dit avant, mais du coup, l'anthroposophie se retrouve dans... tout plein de domaines aujourd'hui, quoi. Donc l'agriculture, dans la biodynamie, mais il y a aussi la santé, l'éducation. Oui, voilà. Quoi. Bah, la santé, voilà, il y a des cliniques anthroposophiques. En France, ça n'existe pas, je crois. Non, il y a en France, il y a Velleda qui a des... Donc Velleda, c'est une entreprise anthroposophe. Hein. Ouais. Donc il y a des produits cosmétiques simplement. Mais en Suisse, en Allemagne, ils ont des cliniques de médecine anthroposophique. Bon, il y a des médecins anthroposophes en France, hein, mais... c'est difficile. Après, il y avait des formations à la médecine anthroposophique à l'université de Strasbourg, je crois. Ouais. Et peut-être même à Avignon, mais ça serait... En tout cas, elles ont été arrêtées, je crois. Mais il y avait des formations. Hein. Alors que c'est des trucs de fou, quoi. Hein. Mais voilà, donc il y a la médecine, effectivement. Il y a même l'architecture, enfin en tout. Mais en gros, c'est beaucoup... agriculture, médecine, éducation, donc c'est les écoles Steiner-Waldorf. Steiner-Waldorf, voilà. Okay. Il y en a une ici à Toulouse, c'est l'école des coquelicots. Les coquelicots Non, pas des coquelicots, des tournesols. Ouais, voilà. Des tournesols, voilà. Et donc, elle s'était créée il y a quelques années. J'étais allé voir Antoine Daudrimont qui avait donné une conférence, mais bon, j'avais pas pu rester jusqu'à la fin. J'avais dû partir au moment où il expliquait que l'humain n'avait pas juste un corps physique, mais avait plusieurs corps. En fait. Et c'est dommage, ça avait commencé à m'intéresser, mais j'avais dû... et effectivement, tous les domaines de la vie sont susceptibles. Les arts. Les arts, oui, bien danse, sûr. Oui, la danse, la peinture. Il y a des dessins de forme qui peuvent guérir aussi. Voilà. Bon, du coup, on va plutôt s'intéresser à l'agriculture. Ouais. Et alors, du coup, donc, comme on le disait, donc, il y a ces 4 êtres élémentaires, les sylphes, les gnomes, les ondines
Et les salamandres. Et les salamandres pour le feu. Ouais. Qui aident l'agriculteur, c'est ça l'idée? Oui, c'est-à-dire que c'est les êtres qui s'occupent des plantes, en fait, ces quatre-là. Donc, l'agriculteur, pour avoir des belles plantes, il doit s'occuper d'eux, en fait. C'est l'agriculteur qui doit leur faire des offrandes, si on veut, pour les attirer, voilà. Alors ça, c'est pas dit, en fait, dans les formations biodynamie, enfin, on le dit pas tout de suite, c'est un peu caché, et il y a d'autres aspects, quoi. Mais ça, c'est un aspect pittoresque, on va dire. Ouais, on va dire ça. Oui, et du coup, j'avais juste une question. Comment ils expliquent, du coup, le fait qu'on les voit pas? C'est juste qu'ils sont pas incarnés dans la matière, c'est éthérique, du coup, c'est ça l'idée? En fait, nous, on a notre corps physique qui est dans le monde physique, matériel, et notre esprit est dans les éthers. Il y a le monde dans le monde subtil, si tu veux. Ouais. Et eux, c'est le contraire. Leur corps est dans le monde subtil et leur esprit est dans le monde physique. Mais on les voit très difficilement. Et il y a que les petits enfants qui sont pas encore bien incarnés, en fait, qui peuvent les voir. Oh bah là, il y en a partout. Hein. Ouais, il y en a plein. Il y en a là-bas. Détecter une ondine là-bas. Hop. Là, je crois que c'est une ondine. Ouais, et c'est celle qui est sur le rocher ouais. là-bas. Ouais. Celle-là est en train de tester une nymphe, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Je crois qu'elle en a trouvé un. Ouais. Je vais aller voir. Trop minus, il fait pas de son. C'est un gnome, ça? Ouais, c'est un gnome. Là, il passe, oui. Ouais, je l'ai quand même entendu. Ouais, j'ai entendu léger. Je cherche les trolls. Il y a du monde. Mais c'est parce que je cherche les trolls. Ah, tu vois, je me suis dit chercher les trolls. Donc là, dès que j'ai eu un troll, tac, je l'ai accroché, je pense que c'est... Ouais. Et toi, si tu cherches des petits, tu vas trouver les petits. Oui, mais l'instant, moi j'étais avec un petit lutin. Ouais. Donc chaque fois que vous avez... Mais Le lutin, le gnome. je cherchais s'il y avait un lutin. Là, ouais. Ici, là. Voilà. Ouais. C'est quoi, un gnome? Ouais. Préviens-le. Ouais, je le préviens, je vais lui faire un petit musique, tu vois. Vas-y. Il danse. Il danse? On va voir si les autres, les ondines, elles aiment. Elle veut pas entendre, elle se met la tête sous l'eau. Ah ouais? Ok, intéressant. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font les agriculteurs pour s'attirer les faveurs de ces êtres élémentaires? Donc, à cette fameuse conférence à Cauberwitz en 24, ouais. Donc Rudolf Steiner a donné quelques recettes qu'on a numérotées après, de 501 à 507. Alors, j'ai jamais trouvé d'explication satisfaisante à cette numérotation. Ce qu'on m'a dit, c'est que 500, c'était le nombre de milliers de bactéries au centimètre carré avec la biodynamie, enfin, un truc un peu bizarre. Et que donc, c'était... 1 à 7, ouais. Voilà. Cette préparation, ouais. Et pourquoi 500, je sais pas trop. Okay. Et donc, la plus connue, c'est la bouse de corne. Donc voilà, on prend une corne de vache qu'on remplit de bouse de vache. On enterre ça dans un coffre avec les parois isolées à la tourbe, tout un hiver sur une surface bien exposée aux rayons lunaires et aux rayons cosmiques. Et on le déterre au printemps et normalement la substance a changé et sent bon. Et on en prend un petit dé à coudre pour qu'on mélange dans un grand seau d'eau. On dynamise. Comme en homéopathie. Oui, comme en homéopathie, voilà. Donc le but de la dynamisation, c'est vraiment que l'esprit, la volonté de l'homme passe dans le liquide. Et il faut faire un lemniscate dans un sens, puis dans un autre. Ouais, non, c'est dans un sens et dans un autre, voilà. Okay. Et ensuite, on pulvérise ça sur les plantes qu'on veut soigner. D'accord. Et ça, c'est censé amener beaucoup de vitalité à la plante. Voilà. Donc ça, c'est la 501. Ça, c'est la 501. D'accord. Et après, il y a d'autres, mais c'est plus ou moins le même principe à chaque fois. Hein. Oui, on dynamise, on pas forcément, parce que la 502, c'est pareil. Alors, je sais plus si c'est la 500 et 501 ou 501 et 502. Bon. J'ai vu ça donc j'ai fait la BD il y a quelques années, donc j'ai des souvenirs. Il faudrait que je m'y replonge, mais bon.
Il y a la silice de corne, donc c'est comme la bouse de corne, mais on prend du sable pilé beaucoup, en farine, si tu veux, de la silice, et on fait la même chose, voilà. Et ça, c'est censé apporter de la force de lumière, donc voilà. Ok. Et après, après, les autres préparations, en général, on prend un organe d'un animal qu'on associe à une plante. Donc, il y a la vessie de cerf, hein, dans laquelle on met de l'aquilée millefeuille. Voilà, et qu'on peut mélanger à un compost, en fait. Okay. Ça, on mélange à du compost. Et, voilà. Et après, chaque préparation correspond à une planète aussi, c'est ça? Oui, c'est ça, voilà. Alors là, c'est pareil, je ne saurais pas dire les correspondances par cœur. Mais ça, c'est ce que dit notamment Nicolas Joly, quoi. C'est son discours. Donc, chaque planète, chaque préparation... en fait, un numéro de téléphone. Ouais, c'est ce qu'il dit, ouais. Mais c'est vrai que tout ça est lié. En fait, tout est lié... alors, je sais plus si j'ai... Oui, j'ai le calendrier de Maria Thune. Ah, mais super. Si tu veux. Alors, il faut juste que je le retrouve... ça c'est marrant, ça. C'est un livre très drôle. Et tu vois, ça a des trucs de Steiner là-dedans, en fait, tu vois. On va se rasseoir, on va faire comme si c'était rien passé. Donc on reprend. On reprend. Et donc ouais, il y a le calendrier des semis de Maria Thune, qui est un livre en fait qui est édité tous les ans pour c'est comme un calendrier de semis que tu peux retrouver dans Rustica, tu vois, avec les dates où il faut semer. Mais tout ça est lié avec le zodiaque en fait. D'accord. Avec toutes les le zodiaque, toutes les planètes. Et dans le cours aux agriculteurs de Rudolf Steiner, il parle beaucoup des planètes lointaines aussi, donc Jupiter, Vénus, qui jouent aussi un rôle. Et dans ce calendrier, tu as des jours fleurs, des jours... T'as 3 jours différents, c'est ça, non? 4 jours, qui correspondent aux 4 êtres élémentaux. Ah oui, d'accord. T'as les jours racines, donc qui correspondent aux gnomes. Ouais. Là où il faut planter, quoi, en fait. Les jours feuilles, où il faut arroser, où ça va bien pousser, qui correspondent aux ondines. C'est l'ondine, l'eau, voilà. T'as les jours fleurs, j'ai dit feuilles, fleurs, voilà. C'est les sylphes, donc, voilà. Et t'as les jours fruits, qui correspondent aux salamandres. À l'élément feu. Parce que chaque être élémental correspond c'est très très compliqué. T'as des bouquins où t'as des tableaux énormes. En fait, le gnome, c'est l'éther de vie. L'ondine, c'est l'éther chimique. Tu sais, c'est les éthers, les fameux éthers spirituels, quoi. La sylphe, c'est l'éther de chaleur. Et la salamandre, c'est l'éther... de feu, quoi, de chaleur. Okay. Bon, enfin bref. C'est compliqué. Non, je le sais normalement, mais bon. Ouais, pas de souci. Et du coup, la question que je me pose, c'est qu'en fait, donc, toutes ces théories-là, c'est complètement orthogonal à tout ce qu'on connaît en biologie, en physique, en chimie. Ah oui, oui. Voilà. Alors, t'as un mec qui a essayé de faire une petite synthèse, enfin, qui a essayé de rationaliser tout ça, c'est Renfried Pfeiffer, en fait, qui est donc un élève de Rudolf Steiner, qui était plus ou moins chimiste, et qui s'occupait d'agriculture, quoi. Et qui a écrit un gros bouquin qui s'appelle Visage de la Terre, fécondité de la Terre. C'est ça qui a donné naissance aussi à Pierre Rabhi, parce que lui, il est tombé là-dessus, il est parti sur la biodynamie. Les colibris. Bon, après, les colibris, c'est pareil, ils sont pas tous biodynamistes, voilà, mais bon, ça part de là quand même. Hein, donc c'est des mouvements qui sont très en lien quand même. Hein. Et voilà, donc lui, il a fait aussi des tableaux, des trucs pour essayer de noyer un peu le poisson, mais en fait, la base des labels Déméter et tout, c'est quand même d'utiliser effectivement ces notions-là et ces recettes de Rudolf Steiner qui sont. Voilà. Donc Déméter, c'est un label d'agriculture. C'est un label d'agriculture biodynamique. Voilà. Il y a les biodivins aussi. Du coup, ma question, c'était donc, c'est complètement en désaccord avec tout ce qu'on connaît, tout ce que la science dit, on va dire. Est-ce que du coup, ça a été testé, les prétentions des biodynamistes? Est-ce qu'il y a eu vraiment des études en disant et du coup, ma deuxième question qui est un peu liée, c'est est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à tester ça? Un intérêt, on peut se le demander, hein, c'est juste pour embêter Enfin bon, parce que les mecs disent que ça marche, mais de toute façon, ça sert à rien, effectivement, de tester. Mais il y a quand même plein d'études. Donc, il y a alors, je crois pas qu'il ait une chaîne, mais il fait plein de threads sur Twitter, il a un blog. Faut voir Cyril Dégénère, qui est
Alors, c'est Cyril DGNR. Ok. Sur DGNR, Twitter, par ok. exemple, tu trouveras. Et Ok. lui, c'est vraiment un scientifique qui prend des études et qui D'accord. teste et tout. Toutes les études, la FIS en a fait aussi des études. Ok. Le résultat, effectivement, de toutes les études, c'est que ça donne le même résultat que l'agriculture biologique, D'accord. qui est déjà pas mal, Oui, mais bon, c'est pas supérieur. Mais ouais, c'est mieux que du conventionnel, on va dire. Mais Oui, au niveau de la biologie des sols Ouais. et tout, oui, parce que ça interdit tous les pesticides Ouais. et tout, donc bon, les récoltes vont pas être Ouais. peut-être terribles, mais au moins, tu auras des sols riches et Ouais. voilà. puis apparemment, du coup, les agriculteurs qui sont biodynamistes sont vachement impliqués, vachement attentifs Oui, à leur c'est récolte, ça. etc. Et c'est ça qui explique aussi que c'est mieux que Voilà. pas de biodynamie. Donc la biodynamie, elle Oui, vient un oui, peu, voilà. même si c'est Et pas ça des- se sent pas mal sur les vins parce que c'est vrai que, bon, alors moi j'ai aussi un biais, c'est que j'ai testé pas mal de vins, par exemple, j'en ai goûté plein dans ce bouquin-là. Ouais, on le voit. Mais ouais, mais c'est toujours dans des contextes où les vins les bons vins sont sélectionnés, si tu veux. Ah oui, d'accord. Donc Voilà. t'as un biais du survivant, on dirait. Ouais, c'est ça. Et dans les caves, c'est pareil. Ils vont te donner Ouais. des bons vins en biodynamie. Ils vont pas te... Ah oui, d'accord, d'accord. Tu vois. Donc, mais bon, mais par contre, c'est vrai que la biodynamie, c'est tellement compliqué avec ce calendrier, avec ces préparations. C'est que les mecs, ils vont pas après s'amuser à faire n'importe quoi dans leur Ouais. cave et tout, quoi. Donc, en général, c'est des vins qui sont pas mauvais. Mais de toute façon, ça sert à rien de tester parce que pour la biodynamie, en fait, la science ne science que le réel, donc qu'une illusion. Ouais, ok. Et donc, même si tu leur dis, non, c'est pareil, ils vont dire, oui, mais c'est parce que tu regardes, c'est des trucs, la biodynamie, c'est pas des trucs qui se pèsent, qui se mesurent, c'est non testable. c'est pas testable, C'est pas testable. ou alors c'est testable avec des tests spirituels. Ah oui, ok. Parce que pour eux, la réalité est spirituelle. Donc, la réalité, c'est les pensées qui vont devenir quand tu bois un vin. Donc, si tu as, voilà. Tu D'accord. vois. Mais en vrai, ça, on pourrait même dire que ça pourrait tester les pensées qui te viennent. Alors ça serait intéressant. Ouais. Ouais. J'ai pas. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression qu'on pourrait dire que c'est testable quand même. Enfin, avec Oui, la oui, psychologie, oui, la en psychologie double cognitive, aveugle, genre ouais, juste ouais. les gens pourraient témoigner de leur ressenti, tu vois. On leur donne Oui, oui. deux verres de vin, un en biodynamie, un qui est pas en biodynamie, et voir si on est Alors ça, je l'ai fait. J'ai fait ce test dans le 3e tome. Ah oui. Ouais, avec le professeur Serralini. Ah. Tu connais Ah oui, Serralini, oui, il a... Je l'ai interviewé dans le 3e tome. Ok. Parce qu'il est pas mal lié avec la biodynamie finalement. Mais oui, il avait publié une grosse étude contre les OGM qui avait fait, Oui, tout à qui avait fait. fait beaucoup de bruit. Mais après, il a continué à faire des études sur les pesticides. Et donc, il a lancé des tests qui n'avaient que d'études scientifiques que le nom, hein, parce que moi, j'ai pu... Bon, après, voilà. Où tu goûtais, tu étais censé goûter les pesticides dans le vin. Ouais. Donc, tu avais un verre d'eau avec pesticides et un verre d'eau sans pesticides, avec les mêmes concentrations que dans un verre de vin. Tu devais trouver, enfin, tu avais 3 verres d'eau, un avec des pesticides, il fallait trouver lequel c'était. Voilà. Et après, tu avais 2 ou 3 verres d'eau, et tu avais un verre en conventionnel et un verre en biodynamie. Et il fallait trouver le vin qui avait des pesticides en reconnaissant les pesticides. Voilà. Et alors Résultat, moi j'étais incapable de trouver le vin avec l'eau avec pesticides. Ouais. Franchement, bon, après, je suis pas un goûteur professionnel, mais j'étais avec un caviste quand même. Lui, il trouvait une différence. Lui, il trouvait pas de différence non plus. Okay. Et il y a des gens qui trouvent des différences, mais ouais. Bon, peut-être qu'ils ont le palais beaucoup plus affûté que moi ou que mon collègue qui était quand même caviste. Donc, mais j'ai du coup, on sent le truc un peu facile à dire, c'est si vous trouvez pas, c'est que vous avez pas le palais assez fin. Si vous avez trouvé, c'est que c'est un bon goûteur. C'est ça. Donc ça, c'est le truc qui est genre, indémontable, quoi. Indémontable. Alors, les statistiques de Serralini montraient quand même que qu'il y avait des gens qui trouvaient. Ouais. Bon. Après, par contre, le vin conventionnel du vin en biodynamie, c'était très facile de les distinguer. Pas parce qu'il y avait des pesticides dans l'un, mais déjà, il y en avait un qui était... Alors, non, mais il aurait fallu masquer, effectivement, parce que tu avais un vin qui était non filtré et un vin filtré. Ah, oui. Donc, forcément, dès que tu sers, le vin filtré, il est conventionnel, le non filtré, il est en biodynamie, évidemment. Puis après, D'où l'intérêt du double aveugle. Voilà, mais là c'était censé être en double aveugle parce qu'ils te disaient pas les carafes étaient. Ouais, mais tu voyais quand même. Mais bon, c'était pas assez aveugle pour moi en tout cas. Okay. Et après, au goût, tu sens tout de suite un vin. En plus, ils avaient pris exprès une piquette, enfin, tu vois. Donc un vin qui avait un arôme très flatteur tout de suite, mais qui tombait tout de suite et qui devenait un peu acre. Et puis un vin qui était effectivement un vin naturel avec
avec des levures naturelles. Tu distingues tout de suite une levure naturelle parce qu'il y a des levures dans le vin. Enfin bon. Ok. Et donc, t'en as qui sont industriels que t'achètes et qui rajoutent des goûts spécifiques, et puis t'as d'autres qui sont les levures qu'il y a naturellement sur le raisin, quoi. Ok. Donc, tu les distingues. Mais c'était pas du tout les pesticides que tu distinguais, quoi. Mais bon. Du coup, j'ai pu faire une dégustation de vin conventionnel biodynamique et voir qu'effectivement, il y avait une différence, mais que c'était pas dû à la biodynamie. Si j'avais eu un vin nature ou un vin bio à côté, j'aurais pas fait la différence, là, par contre. Et voilà, clairement. Donc, c'était très biaisé aussi. Voilà. Ok, donc ça, c'était un peu pour les études. Et en fait, moi, ce que je me demandais après, c'était est-ce que les agriculteurs biodynamistes connaissent tout ce qu'il y a derrière, toute l'anthroposophie, tous les croyances de Steiner, enfin la mythologie. Alors, forcément, donc ils ont des formations avec la MABD, le mouvement de l'agriculture biodynamique. Forcément, ils connaissent Steiner. Ok. Tous. Mais est-ce qu'ils y adhèrent, on va dire? Alors là, ça dépend, par contre. Il y en a, parce qu'il y en a qui font ça parce que, pour le marketing, en fait, hein, parce que, bon, bah, notamment les agriculteurs, les viticulteurs bordelais ont eu quand même des problèmes parce que on les a accusés de mettre plein de pesticides, et puis ce qui est vrai, enfin le vin c'est... Après, le problème des pesticides dans le vin, pour le consommateur, c'est pas vraiment un problème, parce que s'il y a vraiment une molécule qui est nocive dans le vin, c'est la molécule d'alcool, c'est pas les pesticides. Donc bon, si on veut rester en bonne santé, le mieux c'est de pas boire de vin. Ouais, c'est moins drôle. C'est moins drôle, voilà. Mais bon, après, c'est vrai que c'est pas agréable de se dire ils ont mis des pesticides, mais on va dire pour la biodiversité, pour les riverains, pour les agriculteurs, les pesticides, c'est pas terrible. Donc ça a abîmé leur image. Et du coup, ils se sont mis à... Il y a plein de domaines qui se sont mis à la biodynamie à Bordeaux. Hein. Donc là, ça peut être un but purement marketing, quoi. Donc sans aucune adhésion derrière aux thèses anthroposophiques. Après, je dirais pas que c'est le cas le plus fréquent. À mon avis, le cas le plus fréquent, c'est l'agriculteur qui était en conventionnel, qui se met en bio et qui veut aller un peu plus loin, et qui découvre la biodynamie, qui trouve ça intéressant, qui est pas rebuté par les théories un peu New Age, et puis qui s'y met, qui trouve ça marrant, et sans fouiller trop loin ce qu'il y a derrière, quoi. Il suit un petit peu donc le calendrier, j'ai oublié le nom, de Maria Thune. Voilà, sans après connaître toute la théorie. Voilà, parce que moi j'avais été à côté d'une dame qui avait même fait un petit livre que j'ai acheté, mais je l'ai pas revu là, donc on va pas le chercher. Tu vois, j'ai d'autres livres ailleurs, hein, mais je sais pas où. Et qui avait sur la biodynamie, en fait, hein, sur la biodynamie. Son bouquin s'appelait Pour ceux qui croient que Déméter n'est qu'une déesse de la fertilité grecque. Voilà. Okay. Et en fait, qui parlait un peu de tout ça. Mais bon, je me suis rendu compte que j'en connaissais beaucoup plus qu'elle. Sur le bouquin, sur le sujet du bouquin qu'elle avait écrit. C'était un tout petit précis, si tu veux. Voilà. Très superficiel. Assez superficiel, puis qui s'attachait vraiment aux problématiques agricoles sans aller fouiller d'où ça venait vraiment, quoi. Et puis t'as les autres, donc ceux qui sont complètement mystiques, comme Nicolas Joly, comme il y en a un qui s'appelle Pierre Barre. La cosmoculture là aussi. Les cosmoculteurs, eux c'est encore différent parce que ils ont un chemin un peu parallèle, si tu veux, à la biodynamie. Ils font de la biodynamie, mais en plus, ils font de la géobiologie, du magnétisme, tu vois. Ils plantent des menhirs et tout, c'est ça? Ils plantent des menhirs, voilà. Et ils plantent aussi des trucs pour attirer les rayons cosmiques, voilà. Et ils font de la radiesthésie, voilà, de la gravitation. Après, bon, ils ont leur chai, là, c'est un temple, en fait, c'est une cathédrale, si tu veux. Putain, ils mettent les raisins dessus, puis par gravitation, ça tombe dans des cuves. Ce serait drôle. C'est la fin du premier tome se finit là-bas, un apothéose, le climax, c'est assez... Ouais, c'est ça, donc eux, ils font de la biodynamie, mais ils sont un peu de côté, si tu veux. Donc ils sont pas à fond dans Steiner, ils développent leur propre truc. Mais oui, t'en as plein, quoi. En Alsace, beaucoup, t'as des vins alsaciens, c'était Frise, je crois. En Italie, t'as Bellotti. Il y en a quand même beaucoup. Les bourguignons aussi, tu les mettrais dans cette case-là, de mystique un peu? Non. Les bourguignons, c'est compliqué parce que... Donc pour rappel, donc, le couple bourguignon, c'est des scientifiques à la base. Des scientifiques, ouais. Qui ont quitté l'INRA, je crois que c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Et qui aujourd'hui flirtent un peu avec la biodynamie et tout. Alors aujourd'hui, ils ont monté leur labo en Bourgogne sur la biochimie et biologie des sols, en fait. Et bon, leur formation très scientifique, et qui, moi, vu mes compétences
très faibles en la matière, m'ont paru très scientifiques et assez logiques, quoi. Assez carrés. Par contre, après, ils ont tout un volet biodynamie, quoi. C'est très étonnant. Mais bon, ça coexiste dans leur tête, on ne sait pas comment. Et là, ils ont fermé leur labo, ou alors c'est leur fils qui s'en occupe. En tout cas, ils ont pris la retraite, et maintenant, ils font du vin en biodynamie sur Cahors. D'accord. Ah ouais. Voilà, donc ils sont à fond biodynamie, eux, ils connaissent bien Steiner et tout. Ouais. Après, je sais... Après, même dans ceux qui connaissent très bien Steiner, parce qu'eux, ils avaient fait des formations en biodynamie dans les années 70-80, tu vois, ils avaient monté des écoles et tout. Ouais. Voilà. Donc eux, ils connaissent très bien, mais ils sont pas au niveau mystique, j'ai l'impression, de Joly ou de Bellotti, ou de qui eux, sont vraiment sur les influences cosmiques. Ouais. Tu vois, pour Nicolas Joly, le changement climatique, c'est pas le carbone, c'est les ondes hertziennes. C'est les ondes hertziennes, c'est ça. Je mettrais peut-être un petit extrait de ta vidéo. Ça paraît marrant qu'on nous traite de sorciers. En fait, par des organismes vivants disponibles, on se sert de plantes. L'Achillée millefeuille, c'est les forces de Vénus. Mercure, c'est la camomille. Alors le seul qui est exempt de ça, c'est l'ortie. Steiner disait que c'est une plante incomparable et unique. Moi, je prends tous les jours une tisane d'ortie depuis des années. Remarquable pour le cœur. Vous emmerde, regardez, vous avez des extrasystèmes. Foutez-moi la paix, une connerie. Je prends l'ortie avec l'ortie, vous passez partout. Donc, il faut reconnaître, je dirais, le visage de chaque plante. Après, c'est long, c'est toute l'approche platonicienne. Il y a des plantes qui poussent beaucoup en l'air, ça s'appelle le blé. Il y a des plantes immensément fortes en bas, ça s'appelle la vigne, Dionysos, le dieu souterrain. Et puis vous avez une quantité de forces intermédiaires. Et finalement, la biodynamie a reconnu des plantes très particulières, c'est Steiner qui a fait ça, la passe dans l'organe d'un animal sur lequel elle s'exprime, et on prend l'animal le plus orienté dans cette direction. Alors si vous voulez, là, vous allez voir aussi un herboriste, vous dites « Ah, les reins, les machins, ça va pas ». Achillée millefeuille. Donc on passe l'Achillée millefeuille dans une vessie de cerf. Parce qu'on sait que c'est connerie. Celui qui est chasseur, il va voir un cerf, il sait que c'est l'animal qui capte toute la forêt. Quand vous voyez un cerf qui sort de la forêt, c'est une grande émotion. Il porte tout avec lui. Dans les grandes tempêtes de la fin du 2e millénaire, les gardes-chasse ont trouvé des cerfs qui étaient morts d'émotion. Vous voyez ? Et on prend, parce que la vessie, c'est la fin, c'est ce qui aspire. Donc une vessie de cerf, vous la bourrez d'Achillée millefeuille, moitié suspendu au-dessus du sol, moitié sur le sol. Ces préparats recréent un lien au système solaire. Monsieur, pourquoi la vie, elle existe depuis la nuit des temps? Eh bien non. Quand vous avez compris ce que je vous ai dit au départ, c'est-à-dire que la vie n'appartient pas à la Terre, on nous parle beaucoup du méchant CO2, on est d'accord, on ne nous parle jamais des pollutions hertziennes. C'est-à-dire, si vous voulez, chaque bagnole est suivie par un réseau satellite. Il y a un faisceau satellite. Donc, les ondes qui amènent la vie sont plus faibles parce que c'est troublé. Je voyais tout à l'heure Claude Bourguignon qui a fait tout le travail sur les couches du sol, mais les couches de l'atmosphère, c'est pareil, c'est incroyablement organisé. Et en foutant un satellite qui est à 20 km de haut, on fout le bordel dans cette truc. Donc, les changements climatiques, tout ça, pour moi, j'ai pas de preuves scientifiques, pour moi, c'est pas trop le CO2. C'est plus le bazar qu'on fout dans l'énergétique, intouchable, ça représente des marchés avec des milliards de milliards. Mais la base, reconnectons-nous au système qui donne vie à la Terre, ça c'est la biodynamie, c'est aussi bête que ça. C'est assez fou à regarder. Du coup, donc il y a un peu un mélange de tout. Il y a des gens plutôt pour le marketing, des gens qui regardent ça un peu de loin, et des gens qui sont vraiment à fond, parmi les agriculteurs. Oui. Et la deuxième question, c'est chez les consommateurs. Est-ce que les gens qui voient biodynamie, je pense que, enfin c'est mon impression personnelle, 95% des gens, quand ils voient biodynamie, ils savent pas ce qu'il y a derrière. Alors il faudrait faire une étude, mais je suis d'accord avec toi. Ouais. Alors déjà, tout le monde, même chez les amateurs de vin, ne connaît pas étrangement la biodynamie. Ah ouais. C'est assez étonnant, c'est vraiment des discussions comme ça, quoi, hein, mais voilà. Par contre, c'est quand même très médiatisé, donc la plupart connaissent, je pense. Et ouais. Il y en a, mais c'est vraiment très très rare. Effectivement, à mon avis, j'aurais dit le même ordre que toi, quoi. Ouais. Moi-même, je connaissais pas avant, j'étais plutôt pro-biodynamie avant de m'intéresser au sujet. Parce que tu es un amateur de vin, là-bas.
Bah en fait, j'étais pas trop amateur de vin, mais je voulais m'y connaître un peu mieux. Donc j'ai fait des séances de dégustation à la cave à vin à côté. C'est comme ça que je m'y suis mis pour connaître un peu mieux, quoi. Et que j'ai connu la biodynamie, parce qu'avant je connaissais assez peu. Malgré tout, tu as une association des jardiniers Tournefeuille là, qui pouvait faire des formations sur la biologie, et ça a dû passer dedans aussi. Enfin, je connaissais un peu par plusieurs biais, mais j'avais aucune idée que c'était un truc ésotérique, quoi, tu vois. Du coup, moi j'ai l'impression qu'il y a un peu genre 3 niveaux comme ça, où genre t'as le consommateur qui lui a l'impression de juste consommer un truc qui est bio, qui respecte la nature, qui est un peu sain, quoi. Tout à fait, ouais. C'est le premier niveau. Deuxième niveau, tu as les agriculteurs qui, bon, on va dire, il y a un peu de tout, mais la majorité vont regarder ça un peu d'un œil un peu distant et vont juste appliquer les techniques. Et après, derrière, le troisième niveau, c'est vraiment la philosophie anthroposophique, voilà, donc tout ce qu'on a dit avec l'éther, la matière, les démons, les êtres élémentaires, etc. Voilà, Est-ce que toi, tu le vois comme ça aussi? Oui, oui, tout à fait. Puis après, tu as encore le Goetheanum avec les vrais anthroposophes qui sont, eux, à fond dans le truc, quoi. Oui, oui, mais en fait, c'est une technique classique chez les anthroposophes, c'est-à-dire que pour l'éducation, c'est pareil. Les parents d'élèves, ils n'ont aucune idée qu'ils mettent leurs gamins dans une école religieuse ou doctrinaire, avec un truc comme ça, quoi, tu vois. Et bon, bah, les profs, eux, le savent, par contre, mais voilà. Ah oui, on l'a pas dit aussi, il y a aussi une banque aussi qui est anthroposophe. Oui, la banque, la Nef. Voilà. Et pareil, en fait, moi, je connais des gens qui sont à la Nef, qui n'ont aucune idée de ces théories. En fait, c'est le principe de la démarche anthroposophique pour se développer. C'est-à-dire, ils font des trucs hyper séduisants, sympathiques, fraternels, économie fraternelle, pour la Nef, pour respectueux de l'environnement, de l'environnement, voilà, pédagogie libre et artistique, très séduisant pour attirer les gens. Et puis dans ces gens qu'ils attirent, il y a un petit pourcentage qui va plus s'intéresser, et puis dans ce petit pourcentage, tu en as un pourcentage qui va, voilà. Et de toute façon, ça leur rapporte du pognon dans tous les cas, vu que les gens qui sont à la Nef, voilà, il y a sans doute un pourcentage qui va au Goetheanum. Ceux des écoles Steiner, c'est pareil, elles sont pas données, et la biodynamie et la médecine, c'est pareil. Ouais. Je crois, ça fait plusieurs fois qu'on parle du Goetheanum, on n'a pas dit ce que c'était. C'est en gros le centre. C'est le siège de la Société anthroposophique universelle. En Suisse, c'est ça ? En Suisse, voilà, à côté de Bâle, à Dornard. Ouais. Tu viens de sortir une vidéo de visite du Goetheanum. Oui. Ouais, c'est vrai qu'il va aller se balader. C'est vrai que c'est une vidéo, enfin un projet que j'avais depuis 2018, de faire ça, mais bon, et que j'ai mis dans le tome 3. Et du coup, donc ma question que je voulais te poser, c'est est-ce que ça pose un peu problème, selon toi, cette différence entre le point de vue, on va dire, du consommateur ou de la population et les théories qu'il y a derrière? Est-ce que ça paraît un peu malsain, ou est-ce que au final c'est du bon vin? Qu'est-ce qu'on s'en fiche derrière que des gens prétendent que c'est l'influence de la lune ou des salamandres, tu vois? Oui. Le problème se pose, effectivement, on peut se dire ça. C'est une question mais ouais. Non, j'ai un avis assez clair en fait là-dessus, qui est que bon, déjà le fait qu'il y ait une dissimulation, c'est gênant en soi, c'est pas très honnête, quoi. Parce qu'il y a plein de théories, les Raéliens, ils viennent pas te voir en disant qu'ils font de l'astronomie, et puis que quand tu vas y aller, tu découvres. Non, ils te disent c'est les extraterrestres, voilà. Donc eux, les anthroposophes, c'est pas très honnête, mais bon, c'est pas le principal problème. Deuxième problème que je vois, c'est que ça instille vraiment dans la société tout entière, en fait. On s'en rend pas compte, c'est quand même très développé dans tous les coins. Même au niveau politique ? Même au niveau politique, on pourra en parler. Donc ça instille des théories vraiment irrationnelles et délirantes. Donc c'est pas très bon, je trouve, globalement, pour la rationalité, le rapport au réel de la société. C'est pas terrible. Parce que ça c'est assez insidieux, justement, et ça secoue pas mal dans pas mal de domaines, quoi. Donc même si ça se voit pas, en fait, ça se sent, au final. Et troisième problème, c'est qu'il y a des contenus qui sont vraiment, vraiment problématiques et qui ont des effets. Alors la théorie des races, elle n'a pas énormément d'effets parce que, dont on a parlé, les Lémuriens, enfin en fait les peuples qui sont pas ariens d'aujourd'hui, donc qui sont pas blancs aux yeux bleus et tout, c'est censé être des résidus de races précédentes.
mais qui ont dégénéré, quoi, si tu veux. Ou qui sont harimaniens, à un moment donné, qui se sont fait attraper par un Hariman et tout ça. Donc, déjà, c'est pas très plaisant. Mais enfin, les anthroposophes, on peut pas dire qu'ils mettent ça en avant, ils le planquent plutôt. Et il y a eu même des liens avec le nazisme. Oh, ça, c'est un autre problème. On en parlera, si tu veux, mais c'est compliqué. Ok. Bon. Il n'y a quand même pas de lien direct avec le nazisme. D'accord. On va pas prétendre ça. Okay. Ça serait... voilà. Non, par contre, les effets très déplaisants, c'est au niveau de la médecine anthroposophique. Alors moi, quand j'ai fait Cosmobacus, j'étais inquiet parce que mon idée, c'était que à cause du changement climatique, mais d'ailleurs, c'est toujours valable, ce que je raconte, et que comme les anthroposophes sont présents beaucoup dans les milieux écologiques, et que finalement leur discours de dire la technique c'est le mal parce que ça amène le malheur, finalement ça peut être le changement climatique et la dégradation de la pollution et la disparition des espèces, ça peut être vu comme une confirmation de ces thèses-là finalement. Ouais. Et donc je me suis dit, on va les voir de plus en plus partout et ça va être le bazar et ça va nous empêcher en fait de mettre en place des solutions rationnelles pour voilà. C'est un peu ce qui se passe. C'est vrai que dans les milieux écolos, mais alors c'est peut-être moins vrai qu'avant. Il y a quand même, mais il y a des influences New Age, un peu ésotériques, exotiques, qui. Bah chez EELV, t'as par exemple Michel Rivasi qui est clairement influencé par des thèses anthroposophes. Je sais pas si pas qu'il y a donc oui, je pense que ça gêne un petit peu la prise en compte sérieuse de ces enjeux-là. Par exemple, l'opposition nucléaire. Typiquement, pour Steiner, le nucléaire, c'était un truc qui arrivait avec le Christ et qui était plutôt un bon phénomène parce que c'était de la matière qui devenait de l'esprit, en fait, pour lui, dans son esprit, tu vois. Mais par contre, ça a été récupéré par les forces harimaniennes pour en faire justement des bombes, des centrales, des trucs. Et donc, c'est devenu quelque chose de tout à fait néfaste. Et je pense que cette idée-là, elle n'est pas du tout étrangère au fait qu'il y ait un tel mouvement antinucléaire depuis les années 70. Faudrait faire une recherche là-dessus. Là, c'est juste une hypothèse. Mais je vois clairement parce que clairement, aujourd'hui, alors peut-être dans les années 70, c'est différent, mais aujourd'hui, l'opposition au nucléaire telle qu'on la voit, elle est peu logique. Bon, elle a des arguments, mais si on regarde par rapport aux enjeux qu'on a, le bénéfice-risque, il est clairement en faveur du nucléaire, j'ai l'impression, en tout cas. Au moins à court terme, quoi. C'est ça l'idée souvent qu'on dit. Voilà, oui. Peut-être pas garder le nucléaire sur du très long terme, mais sortir petit à petit, mais sur le court et moyen terme. 100 ans, quoi, oui, voilà. Bon. Voilà, donc voilà, pour moi, il n'y a pas photo, mais par exemple, tous les milieux écolos sont farouchement contre, sans raison vraie. C'est en train d'évoluer, je pense. Et je pense que c'est des idées qui étaient très présentes dans les années 70, 80, 90 peut-être, et qui sont en train d'évoluer, je pense. Voilà, mais je pense qu'il y a des gens qui sont influencés sans le savoir par des idées anthroposophes à ce niveau-là. Bon. Mais là où clairement, tu dis, c'est insidieux et ça pénètre un petit peu dans la société sans qu'on s'en rende compte. Les idées qui sont. Je pense que tout le monde à un moment est influencé par des idées New Age et le New Age est énormément a une dette énorme envers l'anthroposophie, quoi. Il n'y a pas que de l'anthroposophie dans le New Age, mais enfin il y en a beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, je me pose la question, juste la théosophie, ça a un peu disparu du coup. Ça existe toujours, mais c'est vraiment plus confidentiel. Ouais, c'est ça. Ouais. Je crois que ça existe toujours. Je suis tombé une fois à Paris et à Marseille une fois sur un truc société théosophique. Donc ça existe toujours. C'est juste une parenthèse. Oui, non, mais c'est intéressant. Mais je n'ai pas de réponse très nette. Et non, par contre, le principal problème très récemment, c'est la pandémie. Voilà, je voulais te poser des questions. Parce que là, je n'avais pas du tout entendu parler. Et je t'ai entendu dire ça, qu'apparemment, il y a beaucoup de mouvements anti-vax, anti-Covid et tout, qui seraient influencés par l'anthroposophie, quoi. Alors, l'anthroposophie est anti-vaccin depuis Steiner. C'est une ruse d'Hariman pour faire... En fait, quand tu es vacciné... Il y a un chat qui vient de rentrer. Ah oui, c'est le mien, parce qu'il y en a beaucoup. Mais... c'est le mien, ça va. Les vaccins, c'est une ruse d'Hariman pour te faire oublier ton corps astral. Parce que tu as un corps physique, mais voilà, tu as aussi un corps éthérique, un corps astral. En fait, tu as 7 corps. Okay. Voilà, et donc quand tu te fais vacciner, en fait, ça sépare ton corps physique de ton corps astral, donc ton âme, elle est voilà. Et même ton corps, du coup, peut être investi par une entité harimanienne après. Ah oui, d'accord. Voilà. Et du coup, ça, bon, je pense pas que les antivax disent ça, non. Mais c'est quelque chose, mais c'est quelque chose qui participe et qui clairement. contribue clairement au discours antivax.
Et d'ailleurs, j'ai entendu aussi que s'endormir dans le train, si tu racontes là-dedans, oui. c'est aussi dangereux. Mais en fait, s'endormir dans une machine en marche, quoi. Parce que chaque fois que tu es dans une machine en marche, tu as des entités arimaniennes qui sont là partout. Donc si tu t'endors, elles vont en profiter pour rentrer, puis envahir tes rêves et tout, puis il en restera toujours un petit peu. Mais du coup, c'est vraiment Steiner qui a parlé vraiment de l'endormissement dans le train. Oui, c'est une citation de Steiner, ouais. Alors que moi, j'aime bien dormir dans le train. Mais bon, à son époque, et Steiner était d'ailleurs beaucoup contre le cinéma, parce que il considérait que c'était très arimanien. En fait, c'était des spectres arimaniens que tu voyais, tu vois. La pandémie, je reviens à la pandémie, c'est important. Donc, anti-vaccin, anti-masque aussi, les anthroposophes, actuellement. Et ça, tu le vois beaucoup dans les... Mais t'as plein de complotistes sur YouTube ou sur, tu vois, t'as Crève-Cœur, qui sont en lien avec des gens qui sont anthroposophes, quoi. Et j'ai vérifié que le médecin qui était le conseil de Jair Bolsonaro, c'est une médecin d'origine a priori japonaise, qui s'appelle Noizi Yamaguchi. Ouais. Et qui est une médecine anthroposophe, et qui est anti-masque, anti-vax, et donc voilà. Qui a contribué beaucoup à la politique du Brésil sur ces questions-là. Qui est le conseiller santé de Bolsonaro, donc qui a fait et donc qui est responsable de centaines de milliers de morts, quoi, tu vois. Là, et du delta brésilien, par exemple, peut-être. Et du variant brésilien. Du variant brésilien, ouais, c'est ça. Oui. Ouais. Est-ce qu'ils ont... C'est difficile de dire. Mais bon, voilà, il n'y a pas eu de soins. Il y avait un médecin anthroposophe qui a dit il faut pas faire de soins, il n'y a pas eu de soins, et du coup il y a eu un variant. Bon, voilà. Donc c'est très très problématique, quoi. Oui, donc je te demandais si ça posait souci. S'il y en a des centaines de milliers de morts. On peut dire que c'est un souci. C'est un peu un souci. Donc en fait, donc tes 3 points c'était. La baisse de rationalité, la dissimulation déjà. La dissimulation. Ouais. Le fait que ça dérationalise, disons, la société, ça instille des idées. Voilà, et puis ça, quoi, les effets directement nocifs. Tu vois, sur les enfants aussi, dans les écoles Steiner, bon, il n'y a pas des millions d'écoles Steiner en France, il n'y a pas des millions non plus en Suisse, mais il n'y en a pas beaucoup en France par rapport à ce qu'il y a en Suisse. Mais bon, les enfants qui y sont, ils sont soumis quand même à une éducation qui peut être possiblement problématique pour eux. Pas forcément, parce que bon, les enfants, après, une fois qu'ils sont partis... Après, apparemment, dans les écoles Steiner-Waldorf, on leur inculque pas non plus toutes ces théories non, de pas Steiner, du tout. etc. Ils s'en gardent bien. Voilà. Par contre, on leur inculque des légendes dont on leur explique pas si elles sont vraies ou si c'est des légendes, tu vois. Parce que pour les anthroposophes, tous les dieux grecs sont des entités réelles. Voilà, donc on leur en parle, mais sans leur dire. Parce que... et Apollon, c'est comme le Christ, non? Apollon, c'est le dieu du soleil, si tu veux. Oui, d'accord. Et comme le Christ, c'est l'entité qui vient du soleil, le Christ, Apollon, c'est le Christ dans une ancienne incarnation, si tu veux. D'accord. C'est très logique, hein. Donc voilà, en fait, les dieux grecs sont des guides spirituels qui guidaient l'humanité à l'époque gréco-romaine, donc au début des races aryennes. Et qui maintenant, sont encore présentes quelque part, quoi. Mais voilà. Donc on leur dit pas ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Grégoire Perra expliquait qu'il est allé à Lascaux et il en revenait pas parce que tout ce qu'il apprenait sur les hommes préhistoriques, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on lui avait dit. Voilà. Et puis il y a quelques enfants des écoles Steiner qui vont continuer à être profs Steiner et qui vont. Donc c'est aussi un souci. Mais bon, voilà. Donc c'est vraiment la dissimulation, le manque de rationalité et les effets directs néfastes sur la société, quoi. Ouais. Donc toi, ta position actuelle, c'est qu'il faut lutter un peu contre ça, contre l'anthroposophie. Oui, clairement. Ouais. Et du coup, tu dirais que l'objectif de tes livres, c'est ça, c'est de. Enfin, je pense que tu as une position assez objective, dans le sens où tu laisses la parole. Tu critiques pas forcément trop. Non. Et j'ai l'impression que ton but, c'est plutôt d'exposer au grand jour ces idées-là, quoi. Et j'ai l'impression que juste les exposer, suffit un petit peu presque à les combattre, quoi. C'est ça. Les exposer suffit à les combattre, à mon avis, ouais. Mais je sais que, à la fin là, du livre, justement, il y a un moment donné où les deux personnages discutent, donc toi et le caviste, sur, il essaie de te dire, mais c'est quoi ta position et tout, essaie de prendre essaie de définir, et on sent qu'il y a un petit malaise à essayer de dire, c'est un peu compliqué aussi de se positionner, parce que, en fait, tu peux être contre l'anthroposophie, la biodynamie et tout, mais se positionner vraiment contre les gens, après c'est compliqué, quand t'es en face d'un... Mais ça, j'en parlais récemment avec des esthéticiens, justement, avec des sur Skepticon. Et en fait, c'est ça, les victimes sont en même temps
les bourreaux, si tu veux, tu vois, parce qu'une fois que... En fait, c'est des idées qui sont virales, en fait. J'emploie la métaphore du virus pour ces idées sectaires. Une fois que t'es infecté, bah, tu peux très bien transmettre le virus, quoi, tu vois. Donc, voilà. Mais les gens, effectivement, sont plus, pour moi, des victimes qui transmettent une idée néfaste. Mais ils y croient vraiment. Enfin, ils n'ont pas un but de nuire, si tu veux. Donc il faut, et en même temps, si on leur dit parce que tu crois que c'est de la merde, ils vont pas t'écouter non plus. Donc que faire? Bah, peut-être essayer d'expliquer ce qui va pas dans leur truc. Donc mais toi par exemple, si tu rencontres quelqu'un, je sais pas, en soirée ou peu importe, qui te vante voilà, un vin biodynamique. Un vin biodynamique? Oh bah, si c'est juste un vin, là, j'ai pas trop de problème. On va dire... Je vais lui expliquer d'où ça vient. Et il y a 95% de chances qu'il le sache pas, donc il va ouvrir des grands yeux, il va dire merde, je vais me renseigner, quoi. Tu vois, je vais lui dire, bah justement, j'ai 3 BD à te vendre. Oui, c'est super. Ouais. C'est le bon plan. Mais voilà, mais après, quelqu'un de vraiment convaincu... bah, c'est compliqué, quoi, parce que de toute façon, quoi que tu vas aller... Bon, c'est difficile. Non, pas du tout, au contraire. Et donc, ouais, tu peux essayer de discuter, mais ça va être compliqué. J'ai l'impression que la position qu'on a dans la zététique ou les sceptiques, c'est toujours une position un peu d'équilibriste entre genre respecter les gens et leurs croyances et pas... ça sert à rien de leur taper dessus. Et d'un autre côté, t'as envie un peu de lutter contre cette irrationalité qui... Il y a un gros débat là en ce d'une moment. Certaine... Voilà, j'en parle aussi. De l'autre côté, voilà, tu dis il y a des centaines de milliers de morts qui peuvent être peut-être imputés à ça, tu vois. En fait, moi j'ai aussi... T'as envie de dire il faut lutter contre ça. Et de l'autre côté, des gens qui vont dire non, mais il faut respecter les croyances, il faut respecter les gens et tout. Non, et non, du coup, il un peu une équilibre. Il y a aussi un courant qui dit qu'il faut respecter les gens, mais pas les croyances. Oui, voilà, moi c'est ce que j'aime bien dire ça, ouais. Voilà, donc c'est ce que je fais aussi. Mais j'ai aussi un double discours dans mes livres où je suis très soft, voilà. J'essaie d'amener les gens très progressivement à leurs conclusions, à leurs propres conclusions. Et sur les réseaux sociaux, je suis un peu plus agressif, si tu veux. Enfin, par contre, je suis jamais agressif envers les gens. Ouais. L'inverse n'est pas toujours vrai, mais c'est habituel quand on se traite de la... T'as eu des problèmes avec des anthroposophes qui t'ont attaqué un peu? Non, de problèmes. Il y a quelques trolls quoi, sur Twitter qui traînent, qui s'attaquent à tout le monde, donc ils s'en sont un peu pris à moi, mais honnêtement, je les connais. Je pense que je les connais. C'est toujours les mêmes, hein, donc tout le monde les connaît. Mais voilà. Mais ouais, disons que je peux plus facilement transmettre des informations qui vont aller vraiment contre l'anthroposophie, quoi. Voilà. Et, ça permet aussi d'agréger une communauté. Bon, après, est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire ou pas? J'en sais rien. Quoi, c'est difficile. C'est difficile, ouais. Il faudrait faire des méta-études sur plusieurs générations pour voir comment ça évolue, quoi. Ouais, mais je pense que moi, je suis aussi un peu pareil. J'ai trouvé un peu un équilibre entre les deux. Et essayer de lutter contre ça sans trop lutter contre les gens, quoi. Lutter, pas contre les irrationnels, mais on va dire contre l'irrationalité et ce qui l'engendre. Les facteurs qui engendrent l'irrationalité. Oui, c'est ça. T'as le rôle des médias, t'as le rôle de... t'as plein de choses qui rentrent en compte, tu vois, et je trouve que... T'as aussi, tu vois, le changement climatique, ça fait peur à tout le monde, et quand les gens ont peur, ils ont peut-être tendance à être plus irrationnels, tu vois, peut-être des trucs comme ça, les conditions économiques n'aident pas non plus, tu vois. Là, si ça a beaucoup monté pendant les confinements, c'est peut-être parce que les gens étaient angoissés d'être confinés aussi, et donc ils ont cherché des solutions. Il y a une défiance aussi un peu générale envers le système, qui soit politique et qui est associé à la technique et à la science, tu vois. Je pense qu'il y a une espèce de rejet global comme ça. Oui, alors ça peut s'expliquer aussi par des raisons sociologiques, quoi. Mais, je pense aussi. Et ouais, du coup, j'avais une question, c'était les vins biodynamiques, c'est assez récent, non, comme mode? Ou pas? Bon, normalement, logiquement, ça devrait exister depuis les années 20, si tu veux. Ok. Mais là, j'ai l'impression que ça fait quelques années qu'on en parle plus. Oui, parce que effectivement, c'est plus la mode, parce que les médias. Tu l'expliques? Ça va avec la hausse du New Age, simplement. C'est-à-dire les médias en parlent beaucoup, du coup, du New Age, de développement personnel. Même l'astrologie, ça fait baisser, puis ça remonte. Là, je pense que c'est pareil. Ça va ensemble, hein. C'est donc à partir du moment où les médias font la pub de la biodynamie, ils en vendent plus, quoi. Ouais, ça fait un peu peur. Et j'avais une autre question, ça existe essentiellement pour le vin, la biodynamie, ou est-ce qu'on en trouve aussi dans d'autres trucs? Normalement, c'est pour toute l'agriculture, et normalement, ça ne devrait pas exister pour le vin. C'est la question que je voulais te poser d'ailleurs. Oui, parce que, en fait,
Alors, la venue du Christ au monde, tu vois, ça a eu des effets sur l'irradiation, là, sur le nucléaire. Ça a aussi eu des effets, normalement, sur le vin. Ouais. Parce que, en fait, le Christ a amené la conscience à l'être humain. Une conscience qu'il n'avait pas vraiment, quoi. Un moi, en fait. D'accord. Ce moi lui était apporté auparavant, par exemple, par l'alcool. Quand il prenait de l'alcool, ça donnait plus de conscience de soi à l'être humain. Et maintenant, on a le Christ. Donc, ça, c'est d'après Steiner. Normalement, il faudrait plus boire d'alcool. Donc lui, il buvait pas d'alcool. Alors, apparemment, en tout cas, il disait qu'il fallait pas en boire. A priori, Grégoire Perrin m'a dit qu'il y avait des anecdotes où il en buvait même pas mal. Mais bon, je sais pas trop. Moi, personnellement, j'ai pas lu D'accord. J'ai pas d'informations précises à ce niveau-là. Mais en tout cas, il disait qu'il fallait pas en boire. Ou qu'il fallait mieux s'abstenir. Bon, maintenant, les anthroposophes sont des gens très pragmatiques. Et de même que... s'ils voient que c'est pas possible de faire la dynamisation à la main, bon, bah, ils vont faire des dynamiseurs mécaniques, voilà, en disant oui, mais bon... Arimanien, un peu. Un peu arimanien, bah, forcément, du coup. Mais on va mettre des matériaux, ça va être du bois, et puis ça va être du cuivre et pas de l'alu, donc c'est des influences... Voilà, donc ils vont tourner le truc. Puis là, c'est pareil, hein, si ça marche vachement en viticulture, on dit oui, mais en fait, Steiner n'a pas vraiment dit ça, donc on peut le faire. Et puis, voilà. Donc bon, voilà. Mais du coup, tu t'en retrouves pour des légumes ou des trucs comme ça, la viande? Ah oui, oui, mais beaucoup moins. C'est moins vendu aussi, enfin c'est... Bah, si tu vas chez Biocoop, tu vas en trouver, hein. Oui, mais bon, c'est vrai que ça intéresse beaucoup moins les gens que le vin, quoi. En fait, les gens, tant que c'est bio, s'en foutent d'avoir des carottes en biodynamie, mais bon... Moi, que le vin, ça fait plus rêver, quoi. Ça fait plus rêver. Tu rentres dans un monde un peu onirique, un peu spirituel, déjà. Je pense, le rapport à la terre et tout, je pense que... C'est vin et spiritueux, hein. On dit, l'alcool, c'est l'esprit, en fait, hein, tu vois. Alors, c'est pour ça que Steiner disait que c'était le moi, tu vois. C'est parce que on dit qu'un spiritueux, c'est un alcool, et c'est... Moi, je suis plutôt au côté bière, tu vois. Bière, et je crois que j'avais cherché, et je crois qu'il n'y a pas de production de bière, que ce soit de houblon ou d'orge ou quoi que ce soit en biodynamie. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune bière qui se vend comme ça, quoi. J'ai l'impression. Ouais. C'est peut-être moins noble que le vin, peut-être. Je pense aussi que ça vient du fait que ça demande des céréales, et les céréales, c'est souvent des plus grandes surfaces. Ah oui, d'accord. Et que c'est plus compliqué à faire en biodynamie, quoi. Ah oui, d'accord, peut-être. Alors que la vigne, bon, bah, tu vois, j'ai une vigne dans mon jardin, elle donne pas mal. Enfin, voilà, c'est une hypothèse, mais bon, faudrait la vérifier, quoi. Bah, à mon avis, ça existe quand même en cherchant bien. Ouais. En Allemagne, tu dois en avoir des bières. Ah, peut-être. Parce que, du coup, la biodynamie, c'est un peu... C'est beaucoup en Allemagne, en Suisse, etc. Comment ça s'est réparti dans le monde? Bah, beaucoup en Allemagne, en Suisse, en Alsace, évidemment. Mais t'en as quand même un peu partout dans le monde. Je te parlais d'Angleterre, mais il y a plein de biodynamistes en Angleterre. T'as même des villages entiers, enfin, même en France, hein, où t'as des villages anthroposophes, quoi. C'est même de ces villages que viennent le mouvement Extinction Rébellion, par exemple. Ah oui. Ouais, à la base, il y a une anthroposophe. Bon, ils sont 3, il y a une anthroposophe dans le Canada, mais tu sais, c'est de la deep écologie, tout ça, l'écologie spirituelle, ça vient de là. Hein. Ah, je savais pas ça. Mais ouais, c'est ça qui est un peu, quand j'ai découvert tout ça, j'étais vachement énervé, en fait, parce que moi, j'étais vachement content d'Extinction Rébellion, tu vois. Bah, c'est comme, même les colibris, à la base, je trouve qu'ils portent des idées hyper intéressantes. Bien, mais du coup, je pense que, voilà, il faut pas, comme on dit, jeter le bébé avec l'eau du bain. Exactement, mais c'est ça. Et moi, c'est vrai que j'ai aussi fait ça pour ça, et souvent, j'ai exhorté les gens sur Twitter en disant, même à EELV ou au colibri, mais rendez-vous compte que vous êtes gangréné, qu'il y a il y a plein d'anthroposophes parmi vous, quoi. Faut s'en rendre compte, et puis il faut voir ce qu'ils proposent et voir si c'est vraiment ce que vous voulez faire, quoi. Voilà. Ouais, je pense que c'est des questions importantes. Ouais. Et donc, voilà, mais tu vois, t'as des anthroposophes au Brésil aussi, t'en as en Amérique, t'en as un peu partout, quoi, voilà. Mais ouais, d'accord. C'est européen, quoi, à la base, on va dire. Ah bah, à la base, oui, c'est européen. Steiner est allemand, c'est ça? Bah, il est né dans la Mitteleuropa, on va dire, donc c'est des pays qui n'existent plus vraiment, qui sont recomposés vers l'Autriche, ouais, en gros. Ah, ok, d'accord. Voilà. Ok, très bien, bah, je pense qu'on va peut-être conclure. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose dont on n'a pas parlé, dont tu voulais parler ou quoi. Non, là, je crois qu'on a évoqué tous les sujets que je me souviens parler. Oui, on voulait parler des liens avec le nazisme, tu voulais parler de ça, mais bon. Alors, je sais pas s'il y a quelque chose
Je sais pas si c'est ce que tu as ajouté. Bah, il y aurait plein de trucs à dire, en fait, c'est ça le problème. Là, c'est ce que tu me montrais, là, le gros bouquin Ouais, sur le bah, lien entre... C'est la thèse Oui, là. de Peter Staudenmayer, Attention, Between Occultisme et Nazisme. Alors, sur mon site, j'en ai mis une version en français, et une version expurgée, parce que là, tu vois, t'as une page, puis t'as plein de refs après, il y a beaucoup de bibliographie. Ah ouais, d'accord. Donc tout n'est pas... Donc une fois épuré, ça donne un petit bouquin ou quand même pas? Wow, ça donne 200 pages, quoi. Ok. Et en français, c'est plus lisible. Et donc, entre occultisme et nazisme, il a fait un livre aussi tiré de sa thèse. Et puis, il y a des éditions, alors j'ai plus le nom en tête, mais qui ont sorti, on pourra le mettre peut-être en description de la vidéo, et qui ont sorti un petit fascicule qu'a sorti Staudenmayer qui résume en fait cette thèse, qui est très court à lire par contre. Parce que oui, le nazisme est très très influencé par des idées... Mais en fait, ça vient de la même base, quoi. C'est on va dire, le romantisme allemand, pour faire simple. Tu vois, il y avait tout un courant arianiste qui traversait l'Europe à l'époque. Donc, l'histoire des Ariens, c'est pas juste les anthroposophes qui sont des gros fous nazis. C'est que tout le monde parlait des Ariens, quoi. Les Ariens, c'était un peuple indien à la base qui était censé, ce qui est complètement fantaisiste, quoi. Être arrivé en Europe, et même dans le nord de l'Europe, et que les premiers Allemands se viendraient de là, et tout ça, quoi. Ce qui est purement fantaisiste, hein, qui a rien de... donc voilà, et donc tout ça est né un peu en même temps. C'était, si tu veux, des thèses qui étaient concurrentes, en fait. Sauf qu'en fait, le nazisme, si tu veux, a repris un peu les mêmes idées que l'anthroposophie, mais l'anthroposophie était un courant plutôt élitiste. D'accord. Tu vois, c'est plutôt des gens éduqués et tout. D'accord. Et le nazisme en a fait un mouvement de masse, en fait. Social et de masse, et populaire, et tu vois, avec un certain populisme. Enfin bon, c'est un mot compliqué, mais voilà. Et dans le nazisme, c'était compliqué parce que tu en avais qui étaient pro-anthroposophie et d'autres qui étaient anti-occultistes. Tu avais des branches occultisme du nazisme et puis des branches anti-occultistes. Et même au sein de l'appareil du gouvernement du Troisième Reich, tu avais une cellule anti-occultisme et puis tu avais, voilà, dans les camps de concentration, il y avait des champs en biodynamie, hein, quand même. Ça, il faut le savoir. Ah oui, Auschwitz, tout ça, il y avait des plans en biodynamie. Mais bon, après, c'est vrai qu'à l'époque, en Allemagne, c'était difficile de faire un truc sans que le nazisme y soit lié, quoi, si tu veux. Hein. Moi, j'ai des lunettes, c'est Hugo Boss, il a fait les uniformes nazis. J'ai une voiture, c'est une Ford. Bon, lui, c'était un Américain, mais il a donné des sous aux nazis. Bon, si tu vas par là, voilà. Mais bon, reste que... Alors, il y a une théorie des races qui est pas tout à fait la même que chez les nazis, parce que les nazis, par contre, là, aimaient pas les anthroposophes, parce que pour les anthroposophes, quelqu'un d'une race inférieure, ils disent pas race inférieure d'ailleurs, c'est juste qu'ils sont un peu plus éloignés de la spiritualité, qui n'ont pas accompli leur... Là, les anthroposophes ne disent pas race. Voilà. Là où les nazis le disent. Une âme peut occuper le corps d'un Africain noir, et puis quelques générations après, occuper le corps d'un Arien. D'accord. Pour un nazi, c'est absolument exclu. Parce que les âmes changent de corps, du coup? C'est-à-dire que quand tu meurs, il y a une réincarnation. Okay. Tu montes dans le ciel, là, pendant une période qui peut aller jusqu'à 1000 ans. Ah oui, ça serait long, parce que tu traverses, c'est toujours compliqué avec Steiner, tu traverses plein de strates du ciel, du cosmos, tu vois, et tu montes jusqu'à Vénus, jusqu'à Saturne, que c'est le plus ancien. C'est le plus ancien. Et après, tu redescends, quand tu as fait toute ton initiation et tout, tu es dans le Devachan, dans les sphères où tu as les divinités, enfin, peut-être tout le monde n'y arrive pas, mais... Et après, tu redescends, et tu te réincarnes. Et si tu t'es amélioré... Voilà. Si tu t'es amélioré déjà pendant ton travail, et puis si dans tes incarnations précédentes, tu avais bien fait de la méditation, tu étais proche de la sporialité, tu as fait de bonnes actions, tu as une bonne dette karmique, tu vois, la notion de dette karmique. Du coup, là, on sent l'influence vachement de orientaliste, quoi. C'est ça. Mais ça, c'est des influences de la théosophie, en fait, qui était très orientaliste. Donc voilà, tu peux très bien te réincarner en arien, tu vois, si tu as vraiment fait un travail extraordinaire. Si tu as bien bossé, quoi, on va dire, hein, tu vois. Okay. Pour un nazi, c'est exclu, quoi, c'est pas possible. Un peuple inférieur et un arien, tu peux pas échanger les âmes, quoi, c'est pas possible. Donc il y a des différences, quand même. Après, les anthroposophes ont beaucoup prétendu avoir été persécutés par les nazis, ce qui est pas vrai, en fait. Mais ils ont quand même fermé les écoles Waldorf-Steiner pendant les nazis, parce que justement, ils les trouvaient occultistes, et donc voilà.
Mais par tu contre, racontes qu'apparemment, les anthroposophes disent que les nazis auraient brûlé la première ferme, un truc comme ça. Le premier Goetheanum, Oui, qui était en bois, voilà. Mais en fait, c'est pas sûr. Ok. En fait, les anthroposophes disent que c'est les nazis pour passer pour des victimes du nazisme, mais en fait, on sait pas pourquoi il a pollué, en gros. Ok. Et le nazisme, au-delà de l'anthroposophie, a aussi des influences de la mythologie nordique, je crois. Oui. Si je dis pas de bêtises. Et aussi, ils ont beaucoup de délires sur les ovnis, des choses comme ça. Oui. Alors, les ovnis, c'est pas trop leur truc, a priori, aux anthroposophes. Non, je veux dire, les nazis. Les nazis, oui. Ouais, les nazis, oui. ouais. Bah, les nazis, il y a plein de choses. Ouais, il y a la Terre creuse. La Terre creuse, ouais, c'est fou. Ouais. Mais bon, après, il y avait toutes sortes de nazis, si tu veux. Hein. Ouais. On dit le nazisme, mais il y avait plein de petits courants, en fait. Ouais. Ok. Ouais, du coup, tout ça pour dire que méfions-nous des liens entre politique et irrationalité, je veux dire. Ouais. Avec les élections approchantes. Ouais, c'est clair. Faisons attention à la rationalité. Il y a des liens, enfin, qui sont pas liés, hein, mais ça me fait penser à association d'idées entre, par exemple, le docteur Raoult et les anthroposophes, par exemple. Ah oui. J'avais trouvé dans Le Point un article à l'époque, il y a quelques années, donc avant la pandémie, avant tout ça. Le docteur Raoult écrivait des articles dans Le Point, bizarrement, et il avait fait un article sur la biodynamie en disant que c'était vachement bien et que ouais, je te le retrouverai si tu veux, et qu'il y avait des preuves de rationalité de la biodynamie et tout. Et là, tu vois, et ben maintenant les anthroposophes, la médecine anthroposophe utilise la chloroquine, par exemple. Ils sont très adeptes de la chloroquine. Ouais. Alors que tu vois, c'est pas un truc anthroposophe à la base, mais voilà. Donc il y a des liens entre tout ça, toutes ces voilà. Et puis dans la politique, on a une ministre anthroposophe, enfin, c'était Françoise Nyssen, qui avait en fait qui avait une école Waldorf-Steiner, dont elle a nié ensuite que c'était le cas, mais bon, qui adoptait absolument tous les préceptes de Steiner et qui était dirigée par un ancien des écoles Steiner. Donc bon. Donc c'est quand même problématique, quoi. Ouais, clairement. Ouais. Et du coup, de manière générale, j'ai envie de dire que les élections arrivant et toute cette crise de l'information que l'on vit et de la post-vérité et des fake news et tout, ça peut faire un peu peur. Et du coup, je pense que l'esprit critique a de la place, il y a du travail. Il y a du boulot, ouais. Et le problème, c'est qu'on sait pas comment le faire exactement, quoi. Est-ce que c'est efficace? Je pense que ça peut aider certaines personnes, ça c'est sûr, ça aide certaines personnes. Et au niveau de la société, je sais pas. Mais enfin, à mon avis, c'est quand même mieux de le faire que de pas le faire. Exactement, c'est ce qu'on disait l'autre jour avec Eric Lowen. En tout cas, je sais pas si c'est utile, mais ne pas le faire, en tout cas, n'est pas envisageable. N'est pas une option, c'est ça. Ouais, c'est clair. Ouais, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Ah oui, alors peut-être juste avant de finir, de toute façon, si tu voulais rajouter quelque chose. Non, c'est bon. Du coup, on peut retrouver tes livres en librairie, on peut te retrouver sur les réseaux, on peut... Oui, mes livres, alors, il y a quelques librairies qui les ont, voilà, notamment Terre de légende à Toulouse, si je peux leur faire de la pub. C'est là que je l'ai acheté, il me semble. Voilà, donc c'est... oui, c'est là que j'ai acheté. Mais bon, il y en a certainement d'autres, hein. Et puis, sur Internet, effectivement, moi j'ai un site où je les vends. Et voilà, puis sur les réseaux, j'ai Twitter. Je mettrai tout ça en description. Oui, pas de souci. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir reçu dans ton atelier de travail. Avec plaisir. Et c'était vraiment un plaisir de discuter avec toi de ça et de conclure ma première saison de podcast là-dessus. Avec toi, c'était vraiment un plaisir. Et du coup, pour ceux qui me suivent, à l'année prochaine, en septembre, pour les prochains épisodes. Enfin, peut-être.